Bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous. Pour la 5e édition de notre webinaire qu'on a démarré cette année sur des sujets thématiques autour de tests logiciels. Donc, c'est le rendez-vous du CMTL. Petit rappel rapide de ce que c'est CMTL. Donc, c'est une association marocaine, comité marocain du test logiciel. Nous sommes le représentant de l'ISTQB que vous connaissez. International Software Testing Qualification Board au Maroc. Ce comité, il est là pour sensibiliser les entreprises à la qualité logicielle, certifier des centres de formation et du cours pour le passage d'examen de certification de toutes les formations ISTQB. Et autres d'ailleurs, je pense que également IREB, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Oui, aussi. ISTQB, IREB. Les membres du CMTL, donc il y a moi, Anas Bikali qui est président. Avec moi, on a Jean-Baptiste Kouino qui est trésorier, et puis Salima Missour, vice-présidente, et Mohamed Ben Makhlouf qui est le secrétaire. La thématique choisie aujourd'hui, elle est autour du métier du test, l'évolution de carrière dans le métier de test, quels sont les différents secteurs d'activité, les compétences, l'évolution de carrière, quel parcours on peut choisir, quelles sont les difficultés, les compétences nécessaires, etc. Donc, on va essayer de faire un petit retour d'expérience là-dessus. Donc, Jean-Baptiste m'accompagne pour ce webinaire. Il va démarrer pour la première partie présenter. Donc, je vais passer au sommaire. Présenter donc l'accès et les débouchés des métiers du test. Et on va essayer de donner une vision, on va dire, plutôt globale, mondiale, mais avec bien sûr des focus au Maroc pour apporter quelque chose qui nous concerne, nous les Marocains. Le rôle du testeur dans les projets, comment il se positionne, quelle est sa valeur ajoutée, avec qui il interagit. Et puis, j'interviendrai dans les parties secteur d'activité, sur quel secteur d'activité où on a besoin du test logiciel plus que d'autres. Les différents métiers du test, donc vous allez voir qu'il y a un panel de métiers avec des profils différents. Et puis, on terminera avec les compétences nécessaires pour être un bon testeur et pour travailler de manière efficace et sereine et faire carrière dans ce métier. Vous allez voir, c'est un métier à part entière. Pour terminer, n'hésitez pas donc de poser vos questions tout au long, donc via le chat. Et à la fin, on essaiera de répondre à vos questions. Voilà, donc sans tarder, je vais donner la main à mon ami Jean-Baptiste pour le premier chapitre, en tout cas la première thématique qui est l'accès et débouchés des métiers du test. À toi, Jean-Baptiste. Merci Anas et bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voulait parler un peu du métier du test. Alors, les testeurs connaissent en général un petit peu, mais ils ont parfois une vue qui est un petit peu qui dépend de leur activité, voilà, qui peut être un petit peu réduite de ce que c'est que le test. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas bien et qui voudraient savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on parle de test logiciel. Alors, le test, ça a plein d'avantages, évidemment. On va essayer de vous convaincre de ça. Et parmi les avantages, c'est que c'est un métier qui est assez accessible à beaucoup de profils différents. Et on va le voir, qui donne aussi accès potentiellement à pas mal de choses. Alors, on peut rester, bien sûr, toute sa vie, pourquoi pas, dans le métier du test. Il y a énormément de choses à faire. Mais c'est aussi un métier qui permet d'évoluer vers pas mal de choses différentes. On peut trouver des passerelles. Voilà, une bonne passerelle. Alors, c'est ce qu'on montre un petit peu là sur ce premier slide. Le métier du test, c'est ouvert à toutes sortes de formations. Là, mis Bac plus 4, Bac plus 5, mais c'est beaucoup plus large que ça. Bon, c'est les profils les plus courants qu'on rencontre, mais ça peut être des formations plus courtes ou même parfois des formations plus longues, mais peu importe. C'est surtout ouvert à des gens qui peuvent être de formation technique, donc des formations en informatique, pourquoi pas, de tout type, mais aussi à des gens, et c'est très important, à des gens qui ont plus une expérience métier dans le sens
voilà, qui ont pratiqué un métier, quel qu'il soit. Ça peut être dans la banque, dans l'assurance, dans le médical, dans l'aéronautique ou peu importe, qui n'ont pas forcément de formation en informatique, mais qui vont apporter leur connaissance, leur expérience pour tester les applications dans leur domaine. Donc, c'est ouvert à beaucoup de profils différents. Voilà, personnellement, j'ai vu passer des agents immobiliers qui voulaient se recycler, qui font une formation et qui après font du test logiciel et qui n'avaient jamais fait d'informatique de leur vie. Donc, je pense à un profil notamment, et quelqu'un qui avait de l'expérience, hein, il devait avoir pas loin de la cinquantaine. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, à tout le temps. Il faut juste trouver les bonnes opportunités, bien sûr. Alors après, on devient testeur. Alors après, je ne vais pas trop détailler parce que Anas va en parler très bien tout à l'heure. On devient testeur et là, il y a plein de chemins possibles, de carrières possibles. Voilà, des approches plutôt justement métier, plutôt fonctionnelles, des approches plutôt techniques ou des approches plutôt gestion des tests, gestion de projet, test manager. Donc voilà, ça on va le détailler par la suite. Ça ouvre déjà beaucoup de perspectives dans le métier du test. Et après, on Par contre, tu as parlé de passerelles. Si tu peux nous parler des passerelles d'un testeur, il peut devenir quoi s'il souhaite passer à un autre métier? Alors justement, moi j'y viens, je progresse un peu de D'accord. gauche à droite là sur mon schéma. D'accord. Effectivement, on va y arriver, mais avant ça, je voulais juste dire que, évidemment, après, avec l'expérience, on peut devenir expert, hein, ce qui est le cas par exemple de Anas ou de moi, voilà, consultant, auditeur, formateur. Il y a encore plein de métiers, de sous-métiers dans le métier du test. Et puis après, alors, un peu à tout moment, je dirais, hein, mais à partir du moment où on a un peu d'expérience, sans forcément être un expert, alors là, on peut aller voir autre chose, pourquoi pas. Alors, il y en a des gens qui étaient peut-être plutôt des techniciens qui ont découvert un métier en faisant du test et qui, du coup, deviennent des experts métiers, qui deviennent peut-être des analystes métiers ou qui changent carrément de carrière, hein, et puis qui vont faire autre chose, mais parce qu'ils ont appris un métier en faisant du test. On peut avoir l'inverse, hein, des gens qui étaient plutôt métiers et qui ont appris des choses plus techniques sur l'informatique, qui du coup vont, je sais pas, hein, peut-être devenir développeurs, pourquoi pas, devenir, en passant peut-être par l'automatisation des tests d'abord, des choses comme ça, plutôt vers la qualité. Hein, qualiticien, c'est ça, c'est avoir vraiment un rôle dans le domaine de la qualité. Jean-Baptiste, j'ai un ami, pour parler de ça, j'ai un ami parce qu'il y a des différents types de tests. Et le type de test sécurité, ça l'intéressait. Et après plusieurs années dans le testing, il est devenu expert en sécurité. Et actuellement, il est RSSI, il est responsable de sécurité. Exactement. Après, on peut devenir, on peut encadrer des équipes dans le domaine de l'informatique. Ça ouvre vraiment, c'est pas quelque chose de fermé, quoi, hein. C'est ouvert à l'entrée et c'est pas fermé du tout. C'est-à-dire que ça ouvre à plein d'autres choses derrière. C'est un métier où on a besoin, en général, de toucher à beaucoup de choses, voilà, d'acquérir beaucoup d'expérience et de compétences. Donc voilà, et puis directeur de projet, pas forcément que pour des projets de test. Après, on peut prendre en charge des projets de développement, même des projets d'autres choses. Donc ça reste très ouvert. Voilà, c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Une dernière parcelle que j'ai vécue par rapport à des amis, devenir ingénieur d'affaires en fait, dans le métier de testing. Voilà, c'est-à-dire un commercial qui connaît le métier de testing, qui après, il devient directeur, ingénieur d'affaires ou directeur commercial pour faire du business autour du testing. Ça aussi, ça peut être une passerelle plus tard vers l'évolution de carrière, effectivement. On verra à la fin, Anas, je crois qu'il en parlera, mais en plus, le métier du test nous amène à développer beaucoup de qualités différentes en termes de communication, justement, en termes de pas seulement des choses techniques. C'est un des avantages. Alors après, je voulais quand même donner un petit aperçu pour ceux qui ne connaissent pas de ce que c'est que le métier du test de manière un petit peu plus concrète.
Alors, si on parle de test, hein, là, je vais parler du test un petit peu, on va dire, traditionnel, hein, le test plutôt fonctionnel, on va dire, sans entrer trop dans le détail. Voilà. Le processus de test et les activités de test classiques, on va dire. Alors, bien sûr, il y a l'aspect gestion du projet, tout ça, je ne vais pas trop en parler ici, mais même si c'est très important. Voilà. Classiquement, on dit, pour tester une application, par exemple, ou un système, il y a plusieurs étapes. Alors, on part de spécification. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, la base de test, hein, les documents de base à partir desquels on va travailler. Alors, ça peut prendre plein de formes différentes, exigences, user story pour ceux qui travaillent en mode agile, etc. Donc, ça, c'est le point d'entrée, on va dire, hein, classiquement pour des testeurs. Et puis après, il y a des étapes. Donc, par exemple, il faut d'abord concevoir les tests. Et ça, déjà, c'est un travail très important. S'assurer qu'on pourra couvrir toutes les fonctionnalités de l'application ou toutes les exigences des utilisateurs. Et c'est là où, où le testeur, excuse-moi, il va intervenir avec l'imagination. C'est un exercice de beaucoup d'imagination, les cas. Tu sais, pour trouver les cas passants, les cas non passants. Moi, je trouve que c'est très intéressant de concevoir les cas tests parce que ça permet de développer beaucoup d'imagination. Ouais, il faut trouver les moyens de couvrir et puis il faut être efficace en même temps parce qu'on a des temps et des budgets limités, donc il faut être imaginatif aussi dans ce côté-là. Et puis, il n'y a pas que la conception des tests, il faut réfléchir aux environnements de test, il y a tous les aspects de données. Alors ça, c'est un peu plus technique, donc c'est peut-être pas accessible tout de suite à tout le monde, mais il y a des gens qui vont peut-être se spécialiser justement là-dedans. Hein, comment générer des données en masse, récupérer des données de production, mais il faut le faire convenablement, préparer des environnements de test ou spécifier des environnements de test. Tout ça, c'est la partie conception. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais qui est déjà très intéressante, importante. Bien sûr, il y a l'exécution. Bon, l'exécution, alors ça peut se faire manuellement, mais ça peut être automatisé. Alors même la conception peut être en partie automatisée. Là aussi, il y a des outils et des choses derrière tout ça. L'exécution, donc manuelle ou automatisée. Alors ça, c'est très à la mode aujourd'hui. On essaye d'automatiser le plus possible l'exécution des tests, mais c'est beaucoup de travail, c'est pas simple. Ça peut être très efficace, voilà. Mais là aussi, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses techniques, des spécialités à développer, même dans la partie exécution. Et puis après, il faut apprendre aussi à détecter les anomalies, remonter les anomalies correctement, échanger avec les équipes de développement. Donc, tout ça, ça fait partie aussi, gérer parfois justement les problèmes liés aux environnements de test, tout ça. Donc, tout ça, c'est aussi le métier du testeur dans la partie exécution. Et puis finalement, la partie reporting, qui est extrêmement important. On dit classiquement dans les formations sur le métier du test qu'un des objectifs ou une des responsabilités du testeur, c'est de remonter l'information, puisque les décisions qui vont être prises sur un projet, par exemple d'aller en production ou pas, elles reportent en grande partie, en très grande partie, sur le résultat des tests. Et donc la responsabilité, c'est de remonter l'information correctement, une information complète, juste, voilà, objective si possible. Et donc ça aussi, ça fait partie du métier du test, de donner l'information à la direction de projet, au client, à la direction de l'entreprise. Voilà. Donc il y a ce rôle aussi de communication, d'échange avec toutes les parties prenantes. Communication orale, communication écrite, enfin, voilà, c'est vraiment transverse comme Voilà. métier. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, mais c'était pour donner un petit aperçu très rapide des tâches typiques d'un testeur. C'est très bien. OK. Alors, si tu peux passer au slide suivant. Voilà. Après, je voulais dire, alors là, je vais peut-être anticiper sur des choses que va dire aussi Anas après, mais c'est pas grave, on va se compléter. C'est pas grave, vas-y, ouais. Je voulais aussi aller sur un point, parce que là, bon, j'ai dit fonctionnel. Alors, bon, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire. Quand on dit fonctionnel, c'est simplement est-ce que l'application, le système rend bien les services attendus,
Voilà, on a demandé que l'application fasse un certain nombre de choses. On va vérifier qu'elle les fait effectivement convenablement. Ça, c'est une grosse partie des tests, évidemment. Mais ce n'est pas les seuls tests qu'il y a à faire. On a aussi beaucoup d'autres tests à faire. Alors, on parle en général du coup de tests non fonctionnels pour l'appellation technique. Et alors, je ne vais pas non plus tout détailler, mais là, vous voyez, alors, il y a une norme ISO 25010 qui détaille bien tout ça et qui explique un peu tout ce qu'on pourrait essayer de vérifier, de mesurer pour essayer de justement mesurer la qualité d'un système logiciel. On parle d'attributs qualité. Et donc, il n'y a pas que la fonctionnalité, hein, c'est le premier élément qu'on voit à gauche là, sur ce petit schéma. Il y a plein d'autres aspects. La performance, donc ça en général, c'est assez connu hein, que les systèmes logiciels, ils peuvent avoir des problèmes de performance. C'est parfois un élément critique. Donc, il faut peut-être tester les performances. Compatibilité, je vais aller assez vite là-dessus. Alors ça, c'est surtout quand on doit pouvoir être compatible avec plusieurs, par exemple, systèmes externes ou d'autres systèmes extérieurs ou des choses comme ça. Mais là aussi, donc, il peut y avoir des tests à faire, plus techniques. L'utilisabilité, alors ça, c'est est-ce que l'application est facile à utiliser, facile à apprendre, est-ce que c'est accessible, peut-être même pour des personnes qui ont des handicaps, tous ces sujets-là. Ça peut être aussi, pour certaines applications, un élément important. Donc, ça pousse le testeur à s'intéresser à tout ce qui est user experience, l'expérience utilisateur, donc qui est à la mode actuellement, etc. Donc, ce n'est pas que c'est aussi, exactement, c'est aussi, le testeur doit s'intéresser aux nouvelles, comment on appelle ça, aspects du logiciel, quoi. Aux nouvelles exigences des utilisateurs aussi. Et l'utilisabilité en fait partie. Ça veut dire que du coup, il faut pouvoir être capable de tester tout ça, ce qui n'est pas très évident d'ailleurs, hein, mais il faut mettre en place des systèmes pour pouvoir vérifier si l'application est accessible, facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, hein, pas pour nous testeurs, mais pour les vrais utilisateurs. Fiabilité, alors ça aussi c'est assez technique, mais on pourrait donner quelques exemples. Hein. Par exemple, est-ce que l'application tombe souvent en panne ou pas? Est-ce que s'il se passe des choses imprévues, elle va continuer à fonctionner ou elle va s'arrêter? Est-ce que si elle s'arrête brutalement, on est capable de redémarrer proprement, convenablement? Voilà. Donc, vous voyez, tous ces sujets-là, à nouveau, c'est peut-être des sujets qu'il faudra tester. Et c'est encore des sujets différents. Il y a la sécurité, évidemment. Sécurité, important aussi. Ça, je pense que tout le monde a des petites notions de problèmes de sécurité, hein, de gens qui pourraient se connecter sur des applications auxquelles ils n'ont pas normalement accès, ou avoir accès à des données confidentielles. Maintenabilité, ça c'est un peu particulier. Est-ce que l'application est facile à maintenir? Ça c'est plus côté développeur. Bon. Mais c'est un sujet aussi hein, pour le test. Et puis portabilité, est-ce que l'application fonctionne dans plein d'environnements différents? Alors il y a notamment pour les utilisateurs un souci par exemple avec les navigateurs. Hein. Est-ce que ça fonctionne sur tous les navigateurs des utilisateurs? Et bien là encore, c'est peut-être un sujet qu'il faudrait tester. Voilà. Donc ça c'était très rapidement hein, pour aussi expliquer à ceux qui ne le savent pas que le métier du test, ce n'est pas juste refaire la même chose qu'un utilisateur lambda, c'est aussi se poser plein de questions plus ou moins techniques sur la qualité du système logiciel. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on monte des zones de test, etc. C'est parce qu'on ne peut pas trouver une personne qui maîtrise tous ces types de tests, quoi. Donc, c'est passionnant parce qu'on peut après se spécialiser peut-être dans un sujet, peut-être pas un sujet qui était évident au départ, mais on se dit, tiens, finalement, la performance ou la sécurité ou l'utilisabilité, finalement, ça me passionne. Et Par exemple, quelqu'un qui maîtrise les performances, il passe un certain temps à faire les tests de performance, il peut très, très bien basculer en tant qu'architecte, parce que ce sont des personnes qui maîtrisent l'architecture, etc. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple de sécurité, on peut passer en tant que responsable de sécurité des systèmes d'information.
l'utilisabilité, on peut basculer s'intéresser sur tout ce qui est user experience, ou un coach de design thinking, etc. Si on est passionné par ce domaine-là. On peut rester testeur et être passionné par tous ces types de tests et devenir expert dans ces différents types de tests. Donc voilà, c'est très varié. On ne s'ennuie pas vraiment dans ce métier-là. On ne s'ennuie pas parce que c'est grâce à cette diversité des sujets, des thématiques, on peut creuser encore. Il y a beaucoup à apprendre. N'est-ce pas, Jean-Baptiste? Exactement. Ouais, ouais. Et, D'ailleurs, je te laisse enchaîner oui, d'accord. avec la suite. Alors, la suite, elle est plus courte. Je voulais juste donner un aperçu. Quels sont les secteurs d'activité où un testeur peut travailler? Finalement, là où il y a l'informatique, donc la réponse est assez simple. Par contre, il y a un positionnement du testeur beaucoup plus dans des secteurs que d'autres qu'on peut signaler. Parmi les secteurs consommateurs de l'informatique, de l'IT, on commence par tout ce qui est banque, assurance, ce que j'ai appelé fintech, banque, assurance. Effectivement, il y a énormément de demandes, de besoins de testeurs parce que leur SI, leur système d'information, il est assez grand et complexe. Pour vous donner une idée, si on prend une grande banque qui existe sur le marché international, juste une de leurs filières, par exemple banque de détail, on peut trouver facilement 600 applications qui existent en production. Donc, vous imaginez 600 applications, ça vous montre la complexité de leur système d'information. Donc, la plupart des banques assurances demandent beaucoup de la qualité et donc on peut travailler très, très longtemps dans ces domaines-là. Et d'ailleurs, on monte en compétences en termes de testing, qualité logicielle et également métier. Donc, comme ça, on apporte de la valeur et on peut challenger les maîtrises d'ouvrage quand ils écrivent leur cahier des charges, etc. Donc, on comprend également le métier. Et ça, c'est très important pour un testeur, c'est maîtriser également le métier et également maîtriser le technique, tout ce qui est automatisation. Et d'ailleurs, le monde de demain, il est comme ça en fait. Hein, il est mixte. Le médical, il est intéressant parce que leur application nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup de taux de couverture. Donc, ils sont très demandeurs également du métier de testeur parce qu'ils ont besoin des personnes qui vont tester de manière rigoureuse, factuelle, pas exhaustive, mais en tout cas beaucoup de tests pour assurer la fiabilité de leur système. Télécom, c'est également un domaine qui est consommateur de l'IT. Donc, tous les groupes qu'on a au Maroc, Maroc Télécom, Inouï, etc., ils sont également très demandeurs du métier de testeur. Puis après, on s'enchaîne vers d'autres secteurs, on va dire de deuxième degré. D'accord? Là, c'est les trois premiers degrés. Deuxième degré. Quoique, je ajouterai un autre, dommage, je ne l'ai pas mis dans la même ligne, c'est l'administration. L'administration est également très consommatrice du métier de testeur. Pourquoi? Parce que leur système d'information change tout le temps. Il y a beaucoup de changements en termes d'exigences réglementaires, légales, ça change tout le temps. Et donc, c'est très consommateur également. Enfin, consommateur. C'est très demandeur du métier de test. En deuxième lieu, on va trouver l'industrie. Pourquoi l'industrie est moindre que les autres domaines? Parce qu'on fait moins de programmation from scratch. On utilise beaucoup des ERP, des logiciels déjà prédéfinis. Ça veut dire qu'ils sont déjà testés chez les éditeurs. Donc, effectivement, il y a moins de demande, en tout cas. Bien sûr qu'il y a la demande, mais il y a moins de demande que les 4 secteurs d'activité que j'ai cités. On a la grande distribution, on a le transport et tout ce qui est également industrie agroalimentaire, etc. Donc, ces deuxième série de secteurs, comme je disais, comme ils utilisent beaucoup de logiciels préfabriqués, donc des progiciels, ils vont chercher plus des testeurs pour tester le paramétrage et les tests d'intégration. D'accord? C'est surtout ce type de tests, bien sûr, tout ce qui est sécurité, etc. Mais beaucoup moins en termes de tests fonctionnels. Voilà un petit peu, ça vous donne une idée des secteurs d'activité, mais grosso modo, c'est tous les secteurs d'activité. Là où il y a de l'informatique, il y a le métier de testeur. Il ne faut pas oublier que la charge de test par rapport à un budget global d'un projet informatique, c'est en moyenne un tiers du projet, quoi. Donc, plus ou moins, bien sûr, un delta.
Concernant l'évolution de carrière, on peut tracer trois routes, on va dire, d'évolution que j'ai spécifiées par ce choix de couleur. On a une évolution, on va dire plutôt métier. Si on a une appétence vers le métier dans un secteur d'activité donnée, que ce soit télécom ou banque ou assurance, on peut très bien aller vers ce circuit qui est jaune. Donc, on commence par analyse de test. Analyse de test junior, confirmé et senior. Et analyse de test senior, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut considérer comme un expert métier, comme un maîtrise d'ouvrage ou comme un assistant de maîtrise d'ouvrage. En tout cas, il va travailler en étroite collaboration avec les métiers parce qu'il a acquis une compétence métier, plus bien sûr son expertise testing. Donc, ce sont des postes très recherchés sur le marché. L'autre direction, j'ai une appétence en termes de pilotage. J'aime bien piloter, j'aime bien faire du compte rendu, piloter une équipe, l'état d'avancement, animer des réunions, etc. On va suivre un parcours que j'appelle moi parcours de pilotage, quoi. Donc, c'est le rouge. On peut commencer par un coordinateur de test. Au début, on a ce qu'on appelle un test lead et puis ou un coordinateur de test. Donc, sans gestion de budget, on va dire, plutôt juste suivi d'avancement des tests, animer les réunions du comité de suivi, que ce soit de tests ou d'anomalies ou initialisation de la stratégie. Et puis, avec l'ancienneté, bien sûr, on passe à un profil test manager ou un chef de projet de test. Et là, on gère une équipe avec le budget. Et on peut terminer notre carrière en tant que directeur de projet, piloter un centre de test ou une tierce recette applicative, c'est-à-dire un projet de test en mode forfait, c'est-à-dire le gérer de A à Z en relation client-fournisseur. Donc ça, c'est le parcours pilotage. Il y a également le parcours consulting. Donc, vous avez deux exemples devant vous. Donc, moi et Jean-Baptiste. Donc, c'est des personnes comme nous qui aiment bien tout ce qui est méthodologie, qui aiment bien donner des formations, qui aiment bien proposer des solutions, faire des conseils. Donc, on commence par un consultant de test fonctionnel classique junior, puis confirmé, puis senior. Et effectivement, on peut aller vers un expert, ce qu'on peut appeler expert outil méthode. On peut faire des audits selon un standard qui existe déjà, qui s'appelle TMMI, Test Maturity Model Integration, faire du conseil et bien sûr faire de la formation. Et puis, je termine par un parcours technique. J'ai une appétence technique, j'aime bien tout ce qui est programmation. Et là, je choisis le mauve. Et là, il peut y avoir plusieurs parcours d'ailleurs. Je peux aller vers l'automatisation des tests. Et là, ça nécessite un autre webinaire parce que l'automatisation, il y a énormément de types d'outils et de types de programmation de scripting. Donc voilà, je commence à être un consultant test junior. Je vais faire des petits scripts dans une équipe, puis après confirmer. Je commence à avoir une certaine autonomie. Et puis consultant de test technique senior, donc un automaticien senior, et il est en capacité de faire des études qu'on appelle ça d'éligibilité, enfin études d'opportunité, études de faisabilité, définir une stratégie d'automatisation. Et puis je termine expert outil et méthode, sauf que il n'est pas fonctionnel, il est vraiment expert outil méthode, plutôt technique. Donc, également, c'est un profil très recherché sur le marché. Dans ce parti technique, on peut aller dans d'autres spécialisations. Donc, on a d'autres spécialisations sur le marché. C'est test de performance, qui est un métier à part entière également, très recherché sur le marché. Et puis, test de sécurité. Donc, voilà dans le côté testing. Donc, est-ce que je vais vous guider vers tel ou tel parcours? Non, c'est vos appétences à vous qui vont vous guider. Donc, par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est pour ça que vous voyez ici, dans chaque niveau, il y a l'ensemble des couleurs, c'est ne pas se spécialiser très tôt. C'est-à-dire essayer de, quand vous êtes en confirmé, là, en 3-5 ans, essayez de faire tous ces métiers-là en même temps. Ce que je peux vous suggérer, c'est que après un certain nombre d'années, on peut dire 6 ans par exemple, en tout cas après 5 ans, choisissez votre chemin. Mais au début, il est essentiel de toucher à tout de manière transverse pour avoir vraiment une base solide et faire le choix de carrière, celui qui
qui va vous convenir. Et je ne ferme pas la porte que n'importe quel moment, je peux switcher. En fait, les passerelles entre eux, ils sont assez ouverts également et vers d'autres métiers également. Voilà ce qu'on peut vous proposer en termes d'évolution de carrière. Vous avez ici, donc, c'est plus ou moins, donc c'est pas quelque chose de fixe, mais ça vous donne une idée de nombre d'années d'expérience pour passer d'un palier à un autre avec 3 types de parcours, un parcours fondation pour consolider les connaissances, parcours avancé et puis un parcours d'expertise, quoi. Et c'est là où on peut plus ou moins se spécialiser parce qu'on ne peut pas être expert sur plusieurs choses. C'est très, très difficile. Donc, choisir une voie pour s'expertiser. Concernant les compétences nécessaires pour être un bon testeur, vous avez trois types de compétences. D'abord, des connaissances à acquérir, puis un savoir-faire et un savoir-être. Sur les connaissances à acquérir, pas énormément. Il faut connaître d'abord le vocabulaire et les principes méthodologiques du test. Donc, vous avez des normes qui peuvent vous aider. Donc, la moindre des choses, lisez le syllabus qui est accessible, qui est gratuit, accessible sur le site du CMTL ou sur le site d'ISTQB directement. Vous pouvez avoir tous les syllabus de différentes certifications, formations ISTQB, donc fondation, testeur agile, analyse de test, test manager. Vous pouvez également voir ceux des autres certifications comme EQB Business Analysis ou bien IREP Requirement Engineering. Donc, acquérir ce vocabulaire et ces principes méthodologiques pour récupérer les informations et les bonnes pratiques. Maîtriser également les méthodologies de gestion de projet. Bon, on a de la chance, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. On a cycle V, cycle agile. Donc, se renseigner, que ce soit à travers une formation, par des centres de formation ou à travers de la documentation sur Internet, on peut très, très bien acquérir cette connaissance de la gestion de projet assez rapidement parce que le testeur, il est dans le projet, il doit maîtriser ça. Le fonctionnement de cette information de manière générale, ça vous rend votre travail plus à l'aise pour connaître le positionnement de maîtrise d'ouvrage, des métiers, des différents acteurs du projet IT. Voilà, connaître le fonctionnement de cette information est très intéressant dans notre métier. Et puis, très, très important, une fois que vous êtes dans n'importe quelle mission, que ce soit banque, assurance, télécom, distribution, etc., s'intéresser au métier. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ne prenez pas votre cahier de test et exécutez de manière assez restreinte par rapport à votre cahier de test. Restez fermé juste sur votre cahier de test. Donc, c'est très intéressant de s'intéresser aux produits métiers. Et c'est ça qui va vous développer votre curiosité et développer votre attention aux détails et votre imagination pour détecter les défauts et pour créer différentes variantes, des cas de test, passant, non passant, etc. Et donc voilà, ça c'est connaissance acquise. Pour le savoir-faire, il suffit juste de citer les processus ISTQB. Ils sont très bien décrits avec les différentes activités, planification pour le plan de test. La phase analyse, c'est pouvoir identifier les exigences à travers votre base de test et les structurer, savoir faire du planning, des charges de planning, et puis après, la conception, l'exécution classique des cas de test, détecter les anomalies, pouvoir utiliser les outils de gestion de test, pouvoir savoir automatiser, savoir rendre compte, c'est très, très important également, parce que c'est parmi les objectifs principaux du test, c'est donner les mesures qualité aux parties prenantes. C'est-à-dire qu'une partie prenante ne va pas s'adresser au développeur pour savoir la qualité du produit parce qu'il sait qu'il est optimiste, qu'il n'est pas objectif. Il va aller chercher, désolé, les travaux à côté. Il va aller voir plutôt le testeur parce qu'il sait qu'il est factuel, il est neutre, il est objectif. Et donc, rendre compte, c'est lui donner les informations nécessaires par rapport au taux de couverture des exigences, par rapport au test et par rapport aux anomalies. Dernier point, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est un des éléments les plus importants parce que c'est ça qui va vous aider à être un bon testeur et travailler sereinement. D'abord, l'appétence pour le logiciel informatique. Savoir détecter les défauts, c'est d'aimer le logiciel et comprendre comment il fonctionne, etc. La rigueur vous permet d'être efficace dans votre job. L'attention aux détails, bien sûr, pour détecter les anomalies. La curiosité et la bonne capacité d'apprentissage
vous permet de passer d'une mission à une autre de manière facile, donc s'adapter aux différents métiers parce que nous, ça nous demande beaucoup d'agilité, c'est-à-dire que je ne suis pas un développeur qui connaît, je ne sais pas moi, le langage PHP et je dois à chaque fois développer avec PHP. Non, un testeur doit connaître différents domaines d'activité assez facilement, doit apprendre facilement. Donc, on a besoin de cette curiosité. Et la curiosité, elle vient par la recherche de l'information, de nous-mêmes, ne pas attendre que l'information arrive vers vous. La capacité d'écoute et l'esprit de synthèse, capacité d'écoute, ça vous permet de détecter les défauts le plus tôt possible. C'est-à-dire que quand vous allez échanger avec les métiers, les maîtrises d'ouvrage sur telle ou telle information concernant les cahiers des charges, les spécifications, la capacité d'écoute, c'est cette capacité d'écouter et de faire une synthèse de ce qu'on a écouté. Ça permet de détecter qu'on appelle ça la désinformation, enfin, la dégradation de l'information entre acteurs, parce que souvent, c'est une source de défaut. Le bon relationnel et empathie. Le bon relationnel, parce qu'on travaille avec différentes parties prenantes. On a la maîtrise d'ouvrage, on a les métiers, on a le chef de projet, on a le top management, on a les développeurs. Et donc, le bon relationnel est un élément important parce qu'on communique avec différentes parties prenantes, avec des langages différents. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'utilisateur final, se mettre à la place du développeur. Être en empathie, ça vous permet de décrire, par exemple, une anomalie correctement pour aider le développeur. Parce que, par exemple, le développeur, s'il n'arrive pas à reproduire vos anomalies, il n'arrivera pas à faire le debug et corriger votre anomalie. Donc, se mettre en empathie, ça veut dire qu'on aide, le développeur en mettant une fiche d'anomalie bien décrite avec une capture d'écran, des logs, etc. Et également, l'empathie envers l'utilisateur, ça veut dire que je me mets à la place de l'utilisateur et ça me permet de définir différents scénarios de tests, etc. pour aller chercher la satisfaction client. Le respect des engagements et méthodologies de projet, ça on va dire c'est pour n'importe quel consultant de manière générale. Et le dynamisme et réactivité, parce que je dois suivre un rythme de différents projets. Il peut y avoir des pics de charge. Souvent, le test, on est vers la fin de la chaîne, il ne reste pas beaucoup de temps, on a le time to market, donc ça demande quand même un certain dynamisme, une certaine réactivité. Je rajouterais juste un dernier savoir-être, c'est l'esprit d'engagement. C'est très important parce que dans notre métier, c'est nous qu'on produit les informations en partie prenante, donc ils doivent nous faire confiance. Si on n'a pas ce respect des engagements, on risque de perdre la confiance auprès des parties prenantes. Voilà, je suis désolé pour le bruit et les travaux qui sont lancés. J'en ai terminé. Je te donne la parole à Jean-Baptiste. Je vais reprendre le micro peut-être le temps que le marteau se calme. Ouais, désolé. Ouais. Il y a quelqu'un qui aime bien son instrument apparemment. Donc voilà, j'espère que avec le complément, enfin toutes les informations que Anas a apportées en plus, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas trop, vous avez maintenant une bonne vision de ce que c'est une bonne vision, un aperçu très rapide de ce que c'est que le métier du test. Et puis pour ceux qui connaissent, peut-être de compléter un petit peu, de pas voir que peut-être ce que vous faites actuellement dans votre métier, dans votre entreprise. Voilà. Donc il faut essayer de voir large, évidemment, surtout peut-être pour l'avenir. Alors, les questions, il n'y en a pas énormément, mais on va prendre déjà celle qui vient là, la question de Amine, qui a une très bonne question d'ailleurs. Existe-t-il au Maroc des écoles qui proposent des formations pour devenir testeurs spécialisés? Alors, je peux répondre en partie, je ne sais pas s'il y en a à moins de bruit, mais alors, de manière générale, il y a très peu de formations complètes au métier du test, et pas seulement au Maroc, c'est vrai partout. Par exemple, si on prend le cas de la France, il y a encore très peu d'écoles qui forment vraiment des ingénieurs en test logiciel. Souvent, c'est des modules qui font partie de formations plus larges. Alors, il en existe quand même quelques-unes en France et au Maroc. Alors, il y a des tentatives là actuellement
pour développer, alors notamment sous forme de master, par exemple. Alors, je sais pas, bon, je vais peut-être faire un peu de publicité, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, il y a une école comme HEM qui propose, alors malheureusement, ils ont lancé ça à un moment un peu compliqué qui était le début de la Covid, mais je sais que, je crois savoir en tout cas qu'ils y travaillent toujours et qu'ils veulent lancer ça. Donc là, ce sera un vrai master sur le test logiciel. Et à ma connaissance, ce sera une première au Maroc. Et après, bah, comme on l'a un petit peu expliqué dans la formation, c'est un métier qui s'apprend beaucoup. Enfin, traditionnellement, ça s'apprend un petit peu sur le tas. Et puis par des formations quand même. Il y a des vraies formations par contre, mais des formations courtes pour monter en compétences. Voilà, donc pour apprendre le métier du test. Deuxième question, y aura-t-il bientôt d'autres webinaires liés au métier du test? Alors, si la question c'est pour parler spécifiquement des métiers du test, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de prévu dans l'immédiat. Par contre, il y a, donc, comme vous savez, il y a un webinaire par mois et souvent on parle de choses un peu spécifiques dans nos webinaires, donc par exemple d'automatisation, peut-être ce sera de la performance. Donc, ce n'est pas vraiment pour parler du métier du test directement, mais c'est quand même l'occasion en tout cas de voir certains aspects du test. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos prochains webinaires ou à aller voir ceux qui existent déjà sur YouTube. C'est tous les derniers mercredis du mois, le webinaire. Ça sera toujours, bon là, on s'est pris un peu tard pour ce mois-ci, mais voilà, c'est bien qu'on ait aussi du monde en direct. Encore une question de Mehdi. Quelles sont les activités réalisées par le testeur dans le cycle de développement agile? Alors, effectivement, ça c'est une grande question aussi, très intéressante. Peut-être d'ailleurs qu'il faudra faire un webinaire sur le test en mode agile, pourquoi pas. C'est vrai que, alors je continue à répondre parce que je crois qu'Anna, c'est toujours, toujours un problème. Ouais, malheureusement, j'ai des travaux là dans notre immeuble. Désolé, ouais. Donc, tu peux répondre, oui. Je réponds. Oui, donc c'est un vrai sujet, avec d'ailleurs beaucoup parfois un peu de débat ou de discussion autour de ça, mais ce qui est dit classiquement pour faire court, c'est que le rôle du testeur en mode agile, il est un peu différent, et c'est plus, alors il doit faire partie de l'équipe agile en général, si on parle de mode agile tel qu'il est décrit dans les livres, dans la réalité c'est parfois un peu différent, mais donc il fait partie de l'équipe. Et il a un rôle de testeur, mais aussi beaucoup de coach, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il doit aider les autres à tester, parce qu'il n'y a pas que lui qui teste, tout le monde doit tester, les développeurs, le product owner, le client. Et donc, il a un rôle un petit peu spécial, on va dire, qui est aussi d'aider les autres à faire du test et d'organiser tout ça pour que ça soit de manière globale, qui est un test qui soit fait au bon moment par les bonnes personnes. Donc, il n'y a pas que lui qui fait du test, mais il est là pour organiser cette activité. Alors, on peut le présenter d'autres manières, mais c'est une des manières classiques de présenter ça. Alors, Sofiane qui demande, est-il possible de nous expliquer un peu ce que c'est que le TMMI, ou TMMI en français, et comment mettre en place une feuille de route pour inclure les tests dans une entreprise qui ne fait pas beaucoup de tests? Alors là, C'est un autre sujet de webinaire, ça, c'est intéressant. Alors, TMMI, on pourrait faire un webinaire sur TMMI, pourquoi pas, surtout que Anna se connaît bien, et puis moi aussi, je connais très bien TMMI. Alors, TMMI, c'est comme CMMI pour ceux qui connaissent, c'est un référentiel de bonnes pratiques, et on peut l'utiliser de plusieurs manières. Donc, soit on peut regarder est-ce que notre manière de faire du test est conforme à ce qui est décrit dans TMMI, et ça nous sert peut-être pour essayer de trouver des moyens d'améliorer notre manière de faire du test.
Et on peut même l'utiliser, alors éventuellement, en allant plus loin, pour se faire certifier. Donc l'entreprise peut être certifiée à plusieurs niveaux, comme dans CMMI, il y a le niveau 2, 3, 4, 5 de TMMI, mais c'est sur les activités de test. Et donc, il y a des entreprises qui veulent être certifiées TMMI niveau 2, 3, 4, 5 pour rassurer soit leurs clients, leurs partenaires sur le fait qu'ils savent faire du test et qu'ils font ça en respectant les bonnes pratiques du métier du test. Alors, inclure le test dans une entreprise qui ne fait pas beaucoup de tests, alors ça, il y a plein de manières de faire, mais souvent, il faut peut-être se faire accompagner éventuellement. Et là, il y a des consultants qui peuvent accompagner, au moins au début, pour essayer de structurer un petit peu tout ça. Je sais que Anas le fait régulièrement, ça m'arrive aussi, d'accompagner pour mettre en place les équipes, mettre en place la stratégie, mettre en place les outils. C'est difficile d'improviser quand on n'a pas l'expérience, ou alors on risque de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à faire des choses au début qui ne marchent pas jusqu'à finalement arriver à quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc peut-être pour faire court, parce qu'on n'a pas trop le temps de développer, mais c'est très intéressant. Peut-être commencer par, alors une des manières de fonctionner par exemple, ça peut être de commencer par un petit audit TMMI informel, pas forcément très poussé, et ensuite de mettre en place une feuille de route. Ça, c'est bonne pratique. En faisant peut-être accompagner, si possible, au début. Et puis voilà. Et après, une fois que vous avez l'expérience, vous pouvez développer vous-même, parce que ça ne s'arrête jamais, bien sûr. On améliore tout le temps les activités de test. Et alors, une dernière question, peut-être de toute façon aussi parce qu'on a essayé de ne pas trop déborder sur le temps, mais comment peut-on promouvoir le test dans les organisations résistantes au changement? Très bonne question. Très bonne question. Alors, déjà, peut-être un premier point, le test a été longtemps vu comme une activité un peu secondaire, qui coûtait beaucoup d'argent, dont on ne savait pas trop si c'était vraiment indispensable ou pas. Bon, ça a beaucoup changé maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont tout à fait convaincues que d'abord c'est un vrai métier, que c'est indispensable, que ce n'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres, bien au contraire. Ça aussi, ça pourrait être un autre webinaire, mais on peut valoriser le test même d'un côté financier et prouver, démontrer que ça fait gagner de l'argent à l'entreprise. Après, il reste des entreprises où peut-être la culture n'est pas encore bien en place. Alors, promouvoir le test à ce niveau-là, c'est compliqué. Alors, soit vous êtes à l'intérieur, dans l'entreprise, et ça dépend un peu de votre positionnement. Ce n'est pas toujours facile d'aller expliquer à des responsables, quand vous êtes vous-même à l'intérieur, que c'est important, que c'est intéressant. Par contre, ça peut peut-être passer, là aussi, alors peut-être trouver des présentations, des webinaires, pas forcément que du Comité marocain des tests logiciels d'ailleurs, mais ou des événements. Il y a eu récemment, par exemple, un événement qui va être reproduit d'ailleurs vers la fin de l'année, c'est le R4Q World Congress, mais au Maroc, normalement, il devrait y avoir la journée marocaine des tests logiciels au mois d'octobre. Des événements comme ça qui permettent à des gens qui ne sont pas trop au courant rapidement de comprendre un peu l'intérêt ou l'importance du test. Bon, il n'y a pas de recette miracle, c'est une question qui est parfois difficile. Ça. Voilà. Je ne sais pas si Anas veut ou peut ajouter quelque chose. Malheureusement, je risque de gâcher votre… Toujours bruyant. Oui, trop de bruyant, oui. Peut-être je me permets de conclure. Anas avait fait l'introduction. Donc, d'abord, simplement pour vous remercier tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Voilà, y compris ceux qui nous regardent sur YouTube, puisque la vidéo sera disponible très bientôt pour ceux qui sont en direct.
Et puis, je vous donne rendez-vous pour le webinaire numéro 6 le mois prochain. Le thème sera bientôt diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, restez à l'écoute sur YouTube, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. Voilà, merci à tous. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt, Anas y compris.